Donc, monsieur, dame, vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez poser des questions après la présentation de nos invités. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas poser des questions plus qu'une minute. Et je demande aussi à nos invités de ne pas répondre plus que 3 minutes. Donc, tout ça pour pouvoir donner la possibilité au plus grand nombre de participants de poser des questions. Mais, je dis toujours, mais, s'il n'y a pas beaucoup de questions, libre à nous de prendre le temps. Et comme je dis souvent, nous ne sommes pas sur un plateau de télévision pour maintenir le temps à la seconde près. Donc, nous sommes libres à gérer notre temps jusqu'à 19 heures. Et s'il y a un intérêt, pourquoi pas prolonger 1, 2, 3, 5 minutes plus. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai trop parlé et je vous donne la parole. À vous, madame. Qui va prendre la parole en premier? Alors, je vais peut-être commencer. Donc, merci de nous accueillir ce soir. Merci à toute l'équipe qui est là. Donc, on va vous parler donc de mobilité en Europe. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter un petit peu qui on est, à partir d'où on parle et qu'est-ce que c'est que la mobilité que recouvre ce terme pour les jeunes. Et on fera un petit focus ensuite pour les différentes rubriques donc qui rentrent dans ce terme de mobilité. Donc moi je suis Gratiana Boscato, je travaille au service académique d'information et d'orientation rectorat de Strasbourg. Et dans l'Académie de Strasbourg, nous accueillons un centre qui s'appelle le Centre Euroguidance, qui est un centre qui appartient à un réseau européen pour l'orientation et la mobilité en Europe. Donc, on est financé par le programme Erasmus. Il y a des centres dans tous les pays. Et donc, notre activité, c'est de faire la promotion de la mobilité en Europe. Et donc, à Strasbourg, nous accueillons ce centre qui est implanté au Centre d'information et d'orientation de Strasbourg. Donc, nos objectifs, c'est donc à chaque fois qu'on parle d'orientation, on indique la dimension européenne de l'orientation, donc, et qu'on puisse informer les jeunes pour dire, vous pouvez faire ça en France, mais vous pouvez aussi faire ça en Europe. Voilà. Ça, c'est pour le public des jeunes. Et nous avons une autre mission au niveau européen, c'est de renforcer les compétences des professionnels de l'orientation, donc, en développant cette dimension européenne, donc en faisant des formations, en leur proposant donc des outils en ligne de formation pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, informer sur la mobilité en Europe. Alors, nous disposons d'un site web que vous voyez peut-être à l'écran, euroguidance-france.org, où vous allez trouver énormément d'informations donc sur ce qui va être évoqué ce soir, donc les différentes formes de mobilité. Et nous avons un site européen puisque nous sommes un réseau présent dans 33 pays d'Europe. On a intitulé donc cette conférence la mobilité, ou les mobilités plutôt. Alors pourquoi on insiste tellement en Europe sur les mobilités? Parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes qui avaient des expériences donc de mobilité, eh ben ils revenaient avec un certain nombre d'atouts. Ils ont des compétences linguistiques accrues bien sûr. Ils ont une curiosité intellectuelle qu'ils vont pouvoir présenter devant un employeur quand ils chercheront du travail. Ça prouve également donc qu'ils sont ouverts sur le monde. On développe également la citoyenneté européenne en allant voir comment ça se passe dans les autres pays. Donc ça devient une réalité de voir les autres cultures, de vivre avec d'autres personnes. Et on s'est rendu compte donc que toutes ces mobilités permettaient donc d'enrichir tes compétences individuelles, mais aussi ça donnait envie de repartir. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important donc de faire des mobilités pour développer toutes ces compétences individuelles qui sont à la fois utiles donc sur le plan personnel, mais également dans une visée plus longue d'insertion professionnelle. Alors voilà, maintenant, quand on parle de mobilité, qu'est-ce que ce terme veut dire? On peut partir donc en mobilité, c'est-à-dire se déplacer. Alors pour nous, c'est se déplacer dans un autre pays pour y faire des études, pour y faire des stages, toujours à l'intérieur des études, éventuellement donc
commencer des études en France et ensuite se spécialiser dans un autre pays. On peut également partir pour faire des séjours linguistiques. On peut partir pour faire des petits jobs d'été. On peut partir pour travailler puisque l'Europe a également cet avantage d'avoir donc un espace où l'on peut circuler librement. Donc, une fois qu'on est diplômé, on peut aller travailler dans un autre pays. On peut également partir, je vous l'ai déjà dit, pour se perfectionner au niveau linguistique. On peut donc décider de faire une année de césure en début d'études ou bien en cours d'études pour l'une ou l'autre de ces raisons, ou pour faire un bénévolat, un chantier de jeunes par exemple, ou un volontariat dans un autre pays d'Europe. Donc, toutes ces différentes formes de mobilité vont vous permettre donc d'acquérir toutes les compétences qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, donc ce qu'on se proposait de faire maintenant, c'était, s'il y a déjà des questions, on peut déjà répondre aux questions, et sinon, donc Manon va vous présenter la mobilité dans le cadre des études. Qu'est-ce qu'on entend? On peut continuer avec Manon et après on va demander aux participants de poser des questions. D'accord, donc on va commencer par la mobilité dans le cadre des études. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler un petit peu de la mobilité dans le cadre des études. C'est vrai que c'est quand même la majorité des questions qui nous arrivent, que ce soit par les différents biais, par les entretiens, dans les mails, les échanges téléphoniques. C'est vrai que lorsqu'on parle de mobilité des jeunes, et puisque nous sommes quand même dans le champ de l'éducation, c'est généralement dans le champ des études que les questions se posent. Alors, plusieurs possibilités. Soit on décide d'aller faire toutes ces études à l'étranger, directement après le bac, ou plus tard, mais en tout cas directement après le bac, on va décider de s'inscrire dans l'enseignement supérieur dans un autre pays, en Europe ou au-delà. Et dans ce cas-là, effectivement, eh bien, on va devoir procéder à tout un ensemble de démarches différentes de celles qu'on a à faire en France, puisque chaque pays a son propre système, sa propre organisation, ses propres modalités de recrutement, ses propres modalités d'admission, son propre calendrier. Et bien, tout ça, effectivement, eh bien, fait qu'il faut anticiper un petit peu les choses. Mais c'est vrai que ce sont des questions qui se posent énormément. On a quand même beaucoup de jeunes qui décident, pour une raison ou pour une autre, au moins d'aller préparer un diplôme à l'étranger directement après le baccalauréat. Une autre partie des jeunes vont décider de partir dans le cadre d'accords d'échange institutionnels, donc c'est-à-dire de passer, par exemple, un semestre ou une année entière dans le cadre des études françaises, dans une université ou une école partenaire en Europe ou à l'international. Alors, le programme le plus connu, c'est le programme Erasmus+, on en parlera juste un petit peu après, mais il y a aussi d'autres accords dans les universités françaises, avec notamment le Québec, qui est le programme BCI, des programmes avec les États-Unis, ou simplement des accords de coopération entre deux universités à travers le monde, et qui permettent donc, dans ce cas-là, effectivement, de permettre aux étudiants de partir dans le cadre de leur diplôme français à l'étranger. Une offre aussi qui a tendance à se développer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des doubles diplômes, voire des triples diplômes, qui sont quand même bien plus rares. Il s'agit de faire une partie de ses études en France, dans une université ou dans une école, l'autre partie dans une université partenaire à l'étranger, pour à la fin obtenir les deux diplômes. Contrairement aux échanges institutionnels, où c'est bien le diplôme français qu'on valide, et bien dans le cadre d'un double diplôme, on obtient bien le diplôme de l'université d'origine et de l'université partenaire. Donc on en retrouve énormément bien organisé dans le franco-allemand, mais pas uniquement. On va en retrouver quand même avec beaucoup de pays, peut-être un petit peu plus à un niveau master qu'à un niveau licence, en tout cas premier cycle universitaire. Ce qu'on voit également se développer ces derniers temps, c'est les jeunes qui commencent un cursus en France et qui décident d'aller se spécialiser à l'étranger pour généralement un cycle master. Alors, pourquoi est-ce qu'ils décident de ne pas le faire directement après le bac? Bien, pour diverses raisons, pour mûrir leur projet, pour
pouvoir mettre quelques sous de côté aussi pour s'assumer financièrement à l'étranger, parce que la mobilité a vraiment quand même un coût, parce qu'on va aller chercher une expertise à l'étranger, parce qu'il y a des pays qui sont plus avancés sur les nouvelles technologies, sur certaines formes d'ingénierie, sur les neurosciences ou autres. Voilà, donc beaucoup de jeunes vont commencer leur cursus en France et puis aller se spécialiser donc pour les études, pour valider un master à l'étranger. Et puis, vous avez également un certain nombre de jeunes qui partent pour le cycle doctorat, en tout cas pour la recherche. Là, il y a effectivement beaucoup plus de possibilités, de bourses, notamment des universités, pour permettre aux jeunes de partir en mobilité au niveau de ce cycle d'études. Enfin, aussi, il y a la possibilité de faire un stage à l'étranger. Donc là aussi, toujours un stage qui est dans le cadre des études. Voilà, ça aussi, c'est une demande qu'on voit se développer de plus en plus parce que en France, effectivement, quelle que soit la formation qu'on suit, eh bien, il y a des stages à faire, de la formation professionnelle supérieure, que ce soit à l'université, donc en premier cycle, en deuxième cycle, dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, etc. Eh bien, on a quand même une grande pratique des stages. Et donc, beaucoup de jeunes cherchent à faire au moins un de leurs stages à l'étranger, inscrits donc dans le parcours de formation, validés dans le cadre de la formation et qui nécessite toujours la signature d'une convention. Alors, chaque pays a son propre système en termes de stage, on en parlera juste après. Et donc, ce n'est pas forcément toujours aisé, selon son statut, selon le pays qu'on vise, d'effectuer ces stages-là, mais on est là pour vous guider. Alors, un petit zoom sur le programme Erasmus+, dont j'ai déjà un tout petit peu parlé juste avant. Donc, c'est une mobilité qui est organisée et encadrée dans le cadre d'un partenariat entre des établissements d'enseignement supérieur. Alors, une toute petite parenthèse, le programme Erasmus+, ce n'est pas que la mobilité des étudiants, mais là, aujourd'hui, c'est bien ce qu'on a décidé de présenter. Sachez quand même que le programme Erasmus+, va aussi attribuer à des mobilités pour les jeunes dans l'enseignement professionnel, pour les jeunes dans l'enseignement secondaire, pour des demandeurs d'emploi, pour voilà, même pour les sports. Pour le sport, voilà. Donc, il existe beaucoup de possibilités de bénéficier du programme Erasmus+, mais là, en l'occurrence, nous parlons du programme Erasmus+, pour les étudiants, pour l'enseignement supérieur. Donc, il s'agit effectivement, donc, comme je le disais, d'une mobilité organisée et encadrée dans le cadre d'un partenariat entre des établissements d'enseignement supérieur. C'est le programme européen, donc ça ne concerne pas que l'Union européenne. Vous avez également les pays comme le Liechtenstein, l'Islande, la Norvège qui en font partie, des pays comme la Turquie, la Macédoine du Nord, donc une Union européenne bien élargie, avec la possibilité d'avoir une aide financière, une bourse de mobilité, qui va varier en fonction du pays dans lequel on est admis. Il y a trois niveaux de bourse en fonction du niveau de vie dans le pays. On paye les frais d'inscription et les frais de scolarité en France. Donc, si vous êtes à l'université, eh bien, il n'y a que les droits d'inscription à payer. Par contre, effectivement, si vous êtes dans une école privée, eh bien, vous allez payer les frais de scolarité dans votre école, même si vous allez étudier dans un pays dans lequel, normalement, il n'y a pas de frais de scolarité dans l'université où vous allez. Donc, c'est toujours on dépend toujours de son établissement d'origine, puisque le diplôme que vous allez valider, c'est bien le diplôme de votre école ou de votre université et pas celui de l'université partenaire. Donc, un seul interlocuteur, c'est le service des relations internationales de l'établissement ou le correspondant ou le référent. Enfin, voilà, ça peut prendre différents noms. C'est vrai que dans les grosses universités, on va parler d'un service, mais dans des plus petites structures, eh bien, ça peut être une personne ou un petit groupe de personnes. Un site qui peut être intéressant aussi, donc c'est le site Génération Erasmus+. Donc, vous avez évidemment,
si vous tapez Erasmus+, vous avez la possibilité d'aller sur le site de l'agence, mais celui-ci est plus spécialisé pour les étudiants. Pour continuer un tout petit peu sur les études, juste quelques chiffres pour montrer que, eh bien, il y a de plus en plus de jeunes qui partent en mobilité à travers le monde. Donc, plus de 5 millions d'étudiants internationaux en mobilité dans le monde. Alors, on a pris les chiffres de 2020 et pas ceux de 2021, parce que 2021 ne reflète pas tout à fait la même réalité à cause de la pandémie. Mais donc, en 2020, on était à 65% des étudiants mobiles qui choisissent l'Europe et l'Amérique du Nord. Une majorité des étudiants mobiles européens qui restent en Europe, avec la France qui est le premier pays d'origine des étudiants en Erasmus. Voilà, et vous avez donc le top 5 des pays d'accueil des étudiants Erasmus, l'Espagne, l'Allemagne, bon, le Royaume-Uni qui en est sorti, donc c'était les chiffres de 2020, mais maintenant le Royaume-Uni ne fait plus partie du programme, la France et puis l'Italie. Normalement, oui. Non, le Royaume-Uni est sorti du programme. Vous venez de m'apprendre quelque chose. Oui, tant pis pour eux, parce que vous avez évoqué Liechtenstein, l'Islande, la Turquie même, et puis voilà, la Grande-Bretagne ne fait pas partie. Voilà. Et oui, voilà ce que ça produit quand on veut voter un Brexit. Voilà. Merci beaucoup. Je suis agréablement surpris par vos présentations. J'ai appris beaucoup de choses, et ce que vous faites. Mais en même temps, spontanément, il y a une idée qui m'est passée par la tête. Ce que vous faites, c'est bon, mais sans l'aide financière de l'Union européenne, vous ne le ferez pas. Alors, effectivement, notre réseau est financé par l'Europe depuis très longtemps, depuis le début des programmes européens. Donc, l'Union a choisi de soutenir l'orientation et de soutenir donc les activités pour les jeunes. Juste pour dire que quand on démigre l'Europe, cette Union européenne, qu'est-ce qu'il fait pour nous, pour le jeune? Ben, voilà la preuve. Il fait quelque chose. Et je voulais, avant de donner la parole et de passer la parole pour les questions à nos participants, je voulais juste évoquer Erasmus, le financement. Le vote de l'année dernière, 2020, pour le budget 2021-2027 pour Erasmus a été augmenté le budget de 70%, mes amis. Donc, ça représente 27 milliards d'euros pour les 6 prochaines années. C'est pas négligeable comme somme. Non, c'est pas négligeable. Et ce qu'on veut développer, en plus, c'est développer Erasmus. Pour les étudiants, c'est connu, mais on aimerait faire connaître le programme et que beaucoup de jeunes partent dans les filières technologiques, dans les filières professionnelles, dans l'apprentissage, pour qu'ils puissent aussi bénéficier. Et effectivement, avec les mobilités qui ont été votées là, donc on devrait pouvoir augmenter les chiffres de jeunes qui partent. Oui, parce que souvent, l'avenir, c'est les jeunes. Donc, voilà, l'Europe mise sur les jeunes et sur son avenir. Alors, après ça, j'aimerais demander à nos participants s'il y a des questions, s'il y a une question. Soit vous pouvez lever la main et poser la question si vous êtes à l'écran, soit vous pouvez écrire une question et ma collègue Sina va me la passer pour repasser la question à nos invités. Alors, est-ce qu'il y a une question? Non. Donc, bon, ce n'est pas que j'aime parler, mais, mais c'est pour aider quand même le dialogue et la conférence. Moi, j'ai une question, car aussi, il me passe par la tête, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de jeunes qui veulent partir, que ce soit en Europe ou dans le monde, ils veulent partir. Mais nous, ce qui nous intéresse, si vous avez des indices ou des statistiques, ou des retours peut-être, les jeunes qui sont partis et qui reviennent, qu'est-ce qui vous amène comme impression? Écoutez, majoritairement, je crois que les jeunes qu'on suit donc dans les centres qui nous posent des questions ou même
quand on est sur des salons, donc pour présenter le programme, on a toujours des retours positifs. Je crois que maintenant, moi j'ai une assez lourde carrière derrière moi. Je crois que j'ai vu peut-être 2 cas où ça s'est mal passé une fois que le jeune était en mobilité et la mobilité a été interrompue. Mais sinon, donc, tous les jeunes qui témoignent, et si vous allez sur le site Génération Erasmus, vous aurez des retours. Tous les jeunes donc témoignent d'expériences positives. Alors, c'est vrai que quand on vit la mobilité, on peut passer par différentes phases. Mais c'est comme quand nous, on se déplace, les adultes se déplacent, c'est-à-dire qu'au début, on est enthousiaste, on découvre. Après, c'est vrai que si on se retrouve en mobilité en hiver, au fin fond de la Norvège ou de la Finlande, qui fait nuit tout le temps, on peut passer. Choisir la Grèce. Voilà, si on est grec, on peut passer par des phases peut-être un peu moins euphoriques. Mais à la fin, je crois que les expériences sont quand même toujours positives et qu'on revient vraiment mûri, enfin avec un énorme enrichissement. Je crois que c'est indéniable. Alors actuellement, on est quand même, c'est surtout sur la mobilité étudiante, on est à peu près sur les étudiants français, près de 20% de jeunes qui ont bénéficié déjà d'une mobilité Erasmus pour études ou pour stage. Mais bien sûr, les objectifs à la fois de l'Europe et de la France, c'est que tout le monde, dans sa scolarité, depuis le secondaire, voire avant jusqu'au supérieur, puisse bénéficier au moins une fois d'une expérience dans un autre pays européen. Alors, chers amis jeunes, parce que je ne vois pas de tête, mais je vois les noms qui sont connectés. Tous ceux qui sont jeunes, je vois une tête, un ami qui n'est pas trop jeune, lui. Donc, oui, salut. Alors, chers amis, participants, vous avez entendu, vous avez toutes les possibilités de vous déplacer, de faire la mobilité, que vous soyez étudiant, que vous soyez tout jeune, même aussi. Vous êtes dans, par exemple, vous le savez tous peut-être, tous. Non, parce que ceux qui ont 18 ans, l'Union européenne finance le voyage dans les pays européens. Et à mon époque, ça s'appelait Interrail, un billet en train qui ne coûtait rien du tout finalement, mais aujourd'hui, c'est gratuit. Alors, non seulement pour faire des études dans un autre pays, c'est enrichissant et ça complète votre carrière, mais même voyager aussi pour découvrir le pays, tout est possible avec l'Europe d'aujourd'hui. Alors, il ne tient qu'à vous de faire le premier pas, soit vers le centre d'information d'orientation, soit à quelqu'un va poser la question, soit vous rentrez sur Internet et il y a tellement de sites sur ce domaine-là. Il y a une question. Voilà, quelqu'un lève la main. C'est Gilles. Ouais. Bien, bon, j'ai entendu le discours avec intérêt, bien évidemment. J'ai une petite question. Alors, je constate, et ça se sait, qu'au niveau supérieur, les mobilités sont assez fréquentes. Et bon, le chiffre de 20%, je ne le connaissais pas, mais globalement, c'est bien. Est-ce qu'il existe alors je vais prendre des guillemets, des banques d'accueil dans des lycées, qu'ils soient, alors là, je parle en pré-bac, hein, que ce soit en lycée général, technologique ou professionnel. Est-ce qu'il existe des banques d'accueil de jeunes qui pourraient être, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes au niveau des élèves, être accueillis de manière un petit peu plus couconesque qu'un étudiant qui, lui, est beaucoup plus débrouillard par rapport à ça. Alors, bon, je se connais, hein, il y a des gens chez nous qui viennent, on sait qu'on peut être accueillis, etc. Mais est-ce que, globalement, les Européens, les petits Européens, enfin les lycéens européens savent qu'ils pourraient aller en Turquie, en Norvège, en Grèce, dans un lycée particulier et qui soit un petit peu, disons, encadré, un petit peu mieux? Alors, si vous voulez, la mobilité individuelle des jeunes dans les lycées et à l'école primaire, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre que pour les étudiants. L'objectif donc d'Erasmus+ 2021-2027, c'est aussi de pouvoir développer cette mobilité-là,
Mais jusqu'à présent, ce qui marche bien pour cette population, c'est de développer des programmes à travers leur établissement, à travers les enseignants qui partagent donc un projet avec des mobilités physiques. Donc, c'est possible, mais pas dans la mesure aussi développée que pour les adultes. Oui, parce que globalement, enfin, je le vois au lycée, les séjours sont relativement courts. C'est pas des périodes qui dépassent 3-4 jours. Rarement, ça va au-delà. Donc, c'est vrai qu'un bain linguistique où la connaissance et les liens qui peuvent se créer entre ces jeunes, ça reste relativement limité puisque bon, quand il y a une classe qui y va, en général, la classe reste ensemble et c'est difficile d'avoir des contacts sur 3-4 jours. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais ça permet déjà des premiers contacts. Ouais. Il y a même maintenant beaucoup de mobilité virtuelle ou hybride qui existent entre établissements, entre classes. Et ça donne envie de repartir. Et dans un deuxième temps, quelqu'un qui veut repartir, il y a d'autres programmes, d'autres possibilités que le programme Erasmus. Dans le franco-allemand, on a des projets donc individuels. On a d'autres possibilités donc de mobilité individuelle. Ça existe. Mais ça nécessite, disons, un peu plus d'efforts et une préparation plus importante. Mais je crois que la mobilité collective, même si c'est par classe, ça permet déjà de donner envie et ça suscite plus tard d'autres recherches, donc pour partir dans un autre cadre. Ouais. Non, mais c'est bien. Ouais. Merci. Parfait. Merci, Gilles, pour la question. Merci aussi à Graciana pour la réponse. Bien, il y a une autre question. Il y en a, sinon. Donc, si. Alors, question par écrit. Non, Jean Becker. Ja. Voilà. Oui, mais est-ce que excuse me, please. I do not speak French as well as I can say it in English. Is it possible to say it in English? Yes. Okay. Merci. I do not understand every part in this presentation, but I tell you my question. All right. I'm from Germany and near the Netherlands borders, and if I try to drive by train to Belgium or the Netherlands, or I try to drive by train to France, j'ai problem in near public traffic transport, because the most lines end at the borders, and I think it's a European question or European challenge to end. L'allemand, Monsieur Becker. You can speak Deutsch. Yes. Ja. Ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Die Verbindung war zu schlecht. Es tut mir leid. Also Sie können die Frage auch auf Deutsch stellen, wenn Sie möchten. Okay. Es tut mir wirklich leid, ich hatte Französisch nur 2 Jahre. Kein Problem. Zum Beispiel in die Niederlande oder nach Frankreich zu fahren mit dem Nahverkehr, mit den Zügen, ist, finde ich, sehr schwierig immer, weil die meisten Linien enden an der Grenze. Und dann für die letzten 20 Kilometer nochmal über 1 Stunde mehr Zeit aufzuwenden, finde ich immer sehr blöd, weil es ist für nur 20 Kilometer. Okay. Und was genau ist Ihre Frage jetzt dazu? Die Frage, gibt es da irgendwie eine Position, oder einen Vorschlag, den man machen könnte, dass man das etwas versucht
über das Europäische Parlament zumindest eine Position da aufzubauen, dass man dieses Grenzproblem etwas beseitigt, oder gibt es da Möglichkeiten? Okay. Donc, la question, c'est si on peut terminer cette problématique côté européen, que les trains se terminent à la frontière souvent, parce que c'est un peu embêtant pour les voyageurs. On a bien compris, donc il y a les réseaux ferroviaires européens. Comme ça, symbolique, on s'arrête sur le pont, sur les frontières, un train s'arrête symboliquement sur le... Non, que vraiment ça s'arrête et après ça coûte cher pour... En fait, c'est spécifique pour cette frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne, et c'est pas bien connecté. Je vais vous répondre en français, monsieur. Et peut-être que ma collègue va traduire en allemand pour que tu puisses comprendre. Tout d'abord, le sujet de notre conférence, c'est la mobilité des jeunes en Europe et ce n'est pas le réseau ferroviaire européen. Mais je tiens quand même à vous répondre que je ne comprends pas votre question, que le train s'arrête plutôt. Il y a les prix différents, d'après ce que j'ai compris, il y a des prix différents des trajets en train entre différents pays. Oui, c'est vrai, mais c'est à vous, à moi aussi, puisque la libre circulation existe en Europe, de trouver les billets les moins chers possibles. Et si vous voulez, moi, je peux vous faire la publicité parce qu'en France, la SNCF, le réseau ferroviaire français, est le monopole, mais il y a le Deutsche Bahn qui part de Stuttgart pour aller à Paris, par exemple. Si vous achetez via Internet le billet sur le réseau allemand, il sera moins cher que sur le réseau français si vous partez de Strasbourg à Paris. J'ai déjà pratiqué, c'est pour ça que je vous le dis. Mais j'ai tenu à vous expliquer ça parce que, encore une fois, pour défendre tout de même l'Union européenne n'entrave pas la libre circulation des personnes. Et heureusement ou malheureusement, nous sommes dans un système économique capitaliste et chacun peut trouver maintenant, on a la possibilité de trouver des moyens de voyage les moins chers possibles. C'est la même chose aussi avec les aéroports et les avions. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, même si ce n'était pas dans le cadre de notre conférence. Si tu veux. Okay, ja, vielleicht noch mal kurz auf Deutsch als Übersetzung. Also die Antwort von meinem Kollegen war, dass wir ja eine Europäische Union ohne Grenzen haben, in der man frei reisen kann, aber es an jedem von uns liegt, die besten Preise zu finden, und er rät, online nachzuschauen, wo die besten Preise sind. Okay. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à Manon, parce qu'on l'a arrêté, de continuer sa présentation de la mobilité des jeunes en Europe. Donc, oui, Manon va vous, simplement pour ceux qui envisagent de partir, peut-être vous donner quelques conseils et passer ensuite à une autre forme de mobilité qui est possible pour vous. Alors, quelques conseils, donc, comme j'ai pu le dire auparavant, bien se renseigner et le plus tôt possible sur les modalités d'accès et les calendriers pour intégrer l'enseignement supérieur lorsqu'il s'agit d'une mobilité individuelle, aller s'inscrire de soi-même directement après le baccalauréat ou dans une spécialisation à l'étranger. Donc, on se prépare entre 6 mois et 1 an. Donc, pour les jeunes qui sont au lycée, souvent en première, on va essayer également de voir comment on peut financer cette mobilité, puisque eh bien, autant quand on part dans un programme d'échange, il y a des aides financières qui peuvent être cumulables entre les bourses de programme type Erasmus+, des aides des collectivités territoriales, notamment des régions, des aides du Crous si on est boursier sur critères sociaux, etc. Autant lorsqu'on envisage une mobilité plutôt individuelle, aller de soi-même s'inscrire dans l'enseignement supérieur à l'étranger, eh bien, généralement, les frais sont à sa charge. Il y a quand même peu de bourses, en tout cas, surtout pendant le premier cycle universitaire, un petit peu plus en master et encore plus en doctorat.
Se préparer également aux exigences linguistiques, puisque on va vous demander quand même un niveau suffisant pour rentrer dans l'enseignement supérieur à l'étranger, et donc pour pouvoir comprendre ce qui est enseigné. On va bien étudier la psychologie à l'université ou l'architecture ou les sciences pour l'ingénieur. On va pas étudier l'anglais à l'université. Enfin, vous pouvez étudier l'anglais, mais dans ce cas-là, ce sera vraiment de l'anglais littéraire. Et bien donc dans ce cas-là, effectivement, la majorité des pays vont va demander un niveau C1 en langue. Alors, ça peut être un niveau B2, C1. Certains pays acceptent le niveau B2, mais quand même, surtout lorsqu'on envisage des études en langue anglaise, c'est souvent le niveau C1 européen qui est demandé. C'est quand même un niveau qui est assez important et qui est plus important que celui qu'on obtient de manière classique au lycée en France, où généralement c'est plutôt le niveau B1, B2 hein, qui est atteint. Donc voilà, ça nécessite parfois d'avoir trouvé le moyen de se parfaire en langue en amont. Se renseigner donc sur les critères de sélection, notamment en termes de résultats scolaires, donc niveau académique, mais aussi ça peut être sur la motivation, ça peut être sur la personnalité. Voilà, il peut y avoir des critères de sélection bien différents d'un pays à l'autre. Et puis, pour un certain nombre de formations et donc à terme de profession, de métier, il faut bien se renseigner sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications. Il y a des accords européens, mais par contre, au-delà des frontières européennes, eh bien, il peut y avoir des situations bien plus complexes lorsqu'on veut étudier, notamment dans le domaine médical, paramédical, social, dans les métiers du droit également, etc. Quelques ressources, donc on vous a dit hein, sur le site euroguidance-france.org, on vous met à jour des ressources sur chacun des pays. Hein, donc, on disait de cette Union européenne élargie, mais aussi de pays en dehors des frontières européennes. On vous explique comment fonctionne l'enseignement supérieur, quels sont les diplômes qu'on y prépare, les types d'établissements, quelles sont les modalités d'admission, quels sont les frais de scolarité, les aides financières possibles, et des renseignements également sur tout ce qui concerne le logement, la sécurité sociale, etc. Vous avez également des ressources thématiques, par exemple sur les études médicales ou autres. Vous avez des études en langue anglaise aussi. Vous pouvez retrouver tous les moteurs de recherche qui permettent de trouver les formations en langue anglaise dans l'ensemble des pays. Parce qu'évidemment, on sait bien que c'est ce qui intéresse quand même une bonne partie des jeunes. Tous ne parlent pas forcément le norvégien ou le letton. Voilà, ils vont chercher des études en langue anglaise. Donc, vous avez ces ressources-là sur le site. On vous a également mis la chaîne YouTube du réseau sur lequel vous allez trouver des visioconférences qu'on a menées l'année dernière, puisqu'on n'était pas forcément en mesure de les faire en présentiel. On a décidé de les faire à un niveau national en visio et vous pouvez les visualiser sur notre chaîne YouTube depuis le site euroguidance-france.org. Pour ceux qui sont donc à Strasbourg, on vous a mis également le stand des journées universitaires puisque nous serons présents. Et puis nous avons au Centre d'information et d'orientation de Strasbourg des activités d'information à destination du public qui peuvent être utiles pour ceux qui sont présents. Voilà. Je te laisse la parole pour la suite. Alors, peut-être 2 mots, là, puisque j'ai vu que l'heure avance. Donc, 2 mots sur les stages. Alors, on vous a expliqué tout à l'heure que le stage en France, c'est toujours un stage qui s'inscrit dans un parcours de formation. Donc, ça nécessite de signer une convention entre vous, votre établissement et l'entreprise à l'étranger. Et donc, comment procéder pour trouver une entreprise? Donc, on procède comme pour une recherche d'emploi, c'est-à-dire qu'on a des sites spécialisés où on peut envoyer des candidatures spontanées. Et donc, là aussi, on peut trouver des renseignements sur notre site où vous pouvez vous faire accompagner par vos enseignants ou en venant directement dans nos centres. Il existe une plateforme européenne qui s'appelle Europass, qui est un peu la plateforme des compétences
en Europe. Et sur cette plateforme, vous allez pouvoir trouver des informations pour rédiger votre CV. Donc, on va vous donner différents conseils et on va vous aider donc à rédiger des CV en mettant en avant vos compétences et on vous fera des propositions. Donc, sur ce site, vous avez également un lien vers une plateforme où on trouvera des offres d'emploi et également des offres de stage. Donc, je repasse la parole à Manon donc pour une autre forme de mobilité qui est très prisée actuellement par les lycéens, qui était très prisée jusqu'à présent, surtout dans les pays scandinaves, mais qui est arrivée jusqu'à chez nous. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'année de césure, qui peut porter également d'autres noms. L'année comment? L'année de césure. Oui, le nom officiel, c'est année de césure, mais on va retrouver aussi les termes année de break ou l'année sabbatique, une année blanche, un gap year. Voilà, donc c'est le fait à un moment donné de prendre une année de pause dans ses études. Ça peut être directement après le baccalauréat ou ça peut être en cours de formation dans l'enseignement supérieur. Donc, on voit effectivement qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui la demandent en France, notamment directement après le bac, puisque aujourd'hui, il est possible d'intégrer cette année de césure dans la procédure d'admission dans l'enseignement supérieur français Parcoursup. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Eh bien, tout un tas d'activités. Évidemment, beaucoup restent en France, mais vous avez aussi un certain nombre de jeunes qui décident de partir à l'étranger. Et c'est ce dont on va vous parler un petit peu après. Donc, une petite image sur le dessous de la diapo qui montre que sur notre site, nous avons également des ressources pour l'année de césure et notamment un petit quiz qui peut vous aider à la réflexion. Donc, finalement, ça permet de poser les questions essentielles lorsqu'on envisage une année de césure à l'étranger. Et en fonction effectivement de ces réponses, eh bien, d'avoir des pistes de type de mobilité. Donc, est-ce que, juste pour alimenter un peu les débats, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les participants qui aimerait savoir plus sur l'année de césure? Parce que moi, je suis surpris aussi, mais je connaissais l'année sabbatique, mais c'est la même chose, paraît-il. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un parmi les participants aimerait poser une question à Manon ou à Graziana sur cette question de l'année de césure ou sur autre chose avant de poursuivre? Non. Alors, Manon, à toi la parole. Alors, on a décidé de faire des Zooms, voilà, parce qu'on ne va pas pouvoir tout présenter ce soir, mais notamment un Zoom sur les volontariats. Donc, les volontariats à l'international qui sont assez nombreux. Il y a plusieurs formes, donc, avec des réalités très éparses, qui concernent des publics différents, qui ont des objectifs différents, variés, et des mises en œuvre très hétérogènes. Donc, le volontaire, quand même, pour une définition, c'est une personne qui s'engage à temps plein dans une mission en échange d'une indemnité, vraiment un bénévole qui va pouvoir qui ne s'engage pas forcément dans la durée, qui peut donner quelques heures par semaine ou par mois et qui n'a pas d'indemnité, qui n'a pas d'aide financière en échange. Donc, plusieurs formes de volontariat. Les deux qui concernent les jeunes directement, par exemple après le bac, pour être le service civique, qui est le programme français, et le corps européen de solidarité, qui remplace ce qu'on appelait avant le volontariat européen, le service volontaire européen. Donc, ce sont les deux types de volontariat qui permettent à des jeunes, alors de 18 à 25 ans pour le service civique, de 18 à 30 ans pour le corps européen de solidarité, eh bien, d'aller dans des associations pour une durée de 6 à 12 mois, souvent autour de 9-10 mois, pour travailler autour bien de thématiques variées concernant le champ associatif. Donc, ça peut être autour de la lutte contre les discriminations, pour l'accueil de réfugiés, sur tout ce qui concerne aussi les sports, sur les personnes avec un handicap, voilà, sur tout un tas de sujets bien différents en fonction de ses aspirations. Et donc, sans besoin d'avoir une qualification
au préalable. Voilà. Donc, il est possible de participer à ces volontariats-là. Vous avez également d'autres formes de volontariat qui concernent plutôt des jeunes qui sont déjà diplômés, comme le volontariat international en entreprise ou en administration, VIE, VIA. Puis vous avez aussi le volontariat de solidarité internationale, où là, on va effectivement peu en Europe, hein. C'est plutôt dans les pays, notamment d'Afrique ou d'Asie, où on est vraiment sur le champ de la solidarité et qui concerne des jeunes un peu plus âgés. Donc, parfois avec une qualification, ça peut être un plus, mais pas forcément. Mais dans tous les cas, ce sont des jeunes qui ont minimum 21 ans et très souvent plutôt autour de 23 à 25 ans. Alors, je vous invite à aller voir le service civique. C'est quelque chose qui est très connu en France, mais certaines missions de service civique sont proposées à l'étranger. Et si vous êtes intéressé, donc je vous invite à aller voir le type de missions qui sont proposées sur leur site. Alors pour celui qui dépend de l'Europe, c'est un tout petit peu plus long au niveau des démarches, mais là aussi vous avez des interlocuteurs proches de votre domicile et n'hésitez pas à aller vous renseigner, à poser des questions. Donc pour l'Europe, on est jeune un peu plus longtemps que pour le service civique, hein, donc jusqu'à 30 ans. Vous pouvez bénéficier de ce corps européen de solidarité. C'est vraiment des expériences extrêmement enrichissantes, à moindre frais. Voilà. Et on apprend beaucoup de choses. Encore une initiative de plus. Donc, jeunes amis, vous n'avez plus d'excuses de vouloir ou de pouvoir vous déplacer ou acquérir des richesses d'autres pays, ainsi de suite. Et merci encore une fois parce que finalement, Gratiana et Ramon, vous nous facilitez la tâche, nous les Européens, parce que vous avez tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est dans l'essence de l'Europe et de la mobilité des jeunes. Et je vous remercie déjà d'avance parce que, comme je dis, vous nous facilitez la tâche, mais vous faites presque un peu notre travail. Oui. Oui, l'Europe, finalement, donne des lignes directrices, mais c'est vous sur le terrain que vous mettez en œuvre toutes ces politiques européennes, donc notamment celles que nous sommes en train de parler. Mais il faut dire aussi, je l'ai dit tout au début, que c'est grâce au financement de l'Europe aussi qu'on peut avancer et qu'on peut réaliser certains projets. Remercions-la, cette Europe. C'est pas la peine de l'envoyer de Pierre. Disons que nous, comme en plus on travaille donc pour un réseau qui est financé par l'Europe, donc on en fait la promotion et on en est complètement convaincu, sinon on ne travaillerait pas, là. Hein. Donc je crois que vraiment c'est pour les jeunes qu'on voit, c'est vraiment très enrichissant. Et pareil pour les professionnels, on développe également des activités pour eux. Et c'est vrai qu'on n'a jamais de retour négatif. Ah oui, c'est ça. Donc, ça permet de vivre l'Europe au quotidien. Par contre, vous avez dit, oui, c'est vraiment qu'il n'y a pas de retour négatif, juste 2 sur votre longue carrière. Mais moi, j'avais une autre question quand je vous ai parlé. Est-ce que nous, on ne sait pas exactement, même si on travaille dans une direction générale des communications, il y a l'Eurobaromètre, on sait de quoi il s'agit, mais vous êtes sur le terrain. Est-ce que cette Europe d'aujourd'hui fait toujours rêver les jeunes? C'est une question assez large, piège peut-être? Pas piège, non. Je crois que moi, j'ai connu différentes phases de la construction européenne avec des moments d'enthousiasme extrêmement forts et des temps où on s'habitue. On a l'impression que ça coule de source, hein. Mais je pense qu'il faut des petites piqûres de rappel, hein, comme dans beaucoup de choses qui sont acquises. Et de temps en temps, il faut qu'il faut se remobiliser pour montrer donc justement toutes les actions qui sont possibles en Europe et qui bénéficient donc à tout le monde. Et je pense que l'année prochaine, sous présidence française, on va avoir quand même beaucoup d'activités. Les écoles vont également beaucoup investir le champ de l'Europe pour leur montrer tout ce qui peut être fait.
Et je pense que là, ça va redonner un peu d'enthousiasme. Mais je pense que c'est un petit peu un mouvement de balancier, hein, comme ce qu'on voit dans les urnes, hein, avec des temps forts et des temps un peu moins forts. Et puis, si les gens parlent d'expériences positives autour d'eux, ben, ça va redonner, je pense, de l'enthousiasme et l'envie de partir. Et nous, c'est ce qu'on essaye de montrer. Voilà, c'est plutôt aller dans ce sens-là. J'étais dans un salon ce week-end à Paris où il y a eu quand même énormément de passages et les questions sont beaucoup portées pour nous justement sur le programme Erasmus+. Et voilà, on voyait quand même qu'il y avait un intérêt certain d'une grande partie de jeunes. Donc, je pense que oui, ça intéresse. Après, est-ce qu'ils vont tous faire le pas? Non, certainement pas. Mais c'est là qu'on intervient. Mais je pense qu'il y a quand même l'intérêt là. L'intérêt est là. Oui, mais justement, je voulais revenir là-dessus parce qu'on parle d'Erasmus, Erasmus+, parce que c'est tellement connu, personne ne peut dire le contraire. Commençons par le belge espagnol, c'est pas si nous l'avons vu. Oui. Mais il y a tout de même d'autres possibilités encore. Vous avez évoqué tout à l'heure la solidarité européenne, et moi j'ai évoqué Discover Europe. Mais il y a d'autres possibilités et tellement. Alors, je vais juste dans le cadre de l'emploi, il y a aussi le projet EURES. Justement. Pardon. Là, vous êtes un petit peu en avance sur pardon, ce que va dire maintenant. Ouais. Je voulais dire juste que SINA, parce que nos participants, ils vont se poser la question, mais ils parlent, on n'a rien compris, on n'a rien retenu. Alors, SINA a déjà envoyé le site Euroguidance vous concernant, et comme ça, chers amis, vous pouvez tranquillement ce soir ou demain rentrer sur ce site pour vous renseigner. Mais en même temps, SINA a envoyé, ou il a envoyé aussi sur un site, la Europa EU Youth, ça vous concerne. Là, vous avez pratiquement toute l'activité européenne pour les jeunes. Donc, plus d'excuses, même ce soir avant de dormir, si vous rentrez sur un de ces deux sites, j'espère que vous allez être investi, pas seulement pour votre propre personne, mais pour l'Europe aussi, et nous serions tous ravis. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, là, mettre en œuvre des mobilités pour travailler, parce que là aussi, l'Europe permet de circuler librement. On peut aller travailler quand on est diplômé dans tous les pays de l'Union. Donc, Manon va nous donner quelques informations là-dessus. Alors, effectivement, en Europe, on est dans la libre circulation des citoyens. Et donc, il est tout à fait possible, effectivement, d'aller travailler dans un autre pays sans avoir de démarches comme des visas ou certains types de permis de travail qui sont à faire lorsqu'on dépasse les frontières européennes, de l'espace Schengen, on va dire. Donc, vous allez retrouver sur le portail EURES, qui est le réseau pour l'emploi, des services pour l'emploi. Vous allez retrouver sur ce portail de nombreuses offres, des conseils également, des informations sur le marché du travail, et surtout effectivement de nombreuses offres qui vont permettre de voir un peu quels sont les emplois qui sont recherchés dans les autres pays. Cette plateforme ce portail est relié à la plateforme Europass dont on a parlé auparavant, qui permet effectivement de créer son CV européen, également de repérer ses compétences. Et donc, il y a des liens qui sont faits entre les compétences qu'on va rentrer sur cette plateforme Europass et des offres d'emploi susceptibles du coup de vous intéresser depuis le portail EURES. Donc, il y a une communication entre les différents sites. Là. Et donc, nous avons également mis effectivement que au-delà de ces frontières, eh bien, il faut bien se renseigner sur les modalités en termes de visa ou de permis de travail. Pour l'emploi, effectivement, on a juste rajouté une ou deux petites informations. Faire attention notamment aux professions réglementées. J'en ai déjà parlé brièvement en tout début de séquence, notamment donc les métiers
médicaux, paramédicaux, sociaux. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de métiers pour lesquels eh bien, il faut des diplômes spécifiques pour exercer. Et donc, la mobilité n'est pas toujours évidente. Donc, pour un certain nombre, il y a des accords européens, pas forcément pour tout non plus. Et en dehors des frontières de l'Union européenne, ça devient bien plus complexe. On a également mis la possibilité effectivement de chercher des jobs d'été, puisque les jeunes, alors voilà, à partir de 18 ans, généralement, peuvent très bien décider, au lieu d'aller travailler au snack du coin, eh bien d'aller chercher un job d'été à l'étranger. On sait très bien dans les domaines notamment de la restauration, du tourisme, qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont postuler pour se parfaire en langue. Donc, le niveau de langue requis n'est pas forcément voilà, un excellent niveau, avec des bases. Parfois, on peut trouver un emploi. Donc, ça peut être très intéressant aussi, qui ne nécessite pas forcément de prendre une année complète de césure. Voilà. On vous a mis donc ce qui concerne le VIE-VIA, la dernière, donc j'en ai parlé. Donc c'est un volontariat, mais un volontariat qui est très proche de l'emploi, puisque ce sont généralement pour des jeunes qui sont déjà diplômés à Bac+4, Bac+5. Et puis la possibilité donc de travailler dans les institutions européennes, internationales. Donc ça, peut-être que les autres seront mieux placés pour en parler. Voilà. Donc voilà. Nous sommes la preuve vivante. On a terminé notre présentation. On vous a simplement mis voilà, les informations nous concernant nous, à nouveau le site. J'ai mis mon adresse mail. Voilà. Ah, parfait. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup, Gracia. Nous sommes dans le timing, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et c'était juste le temps. Je ne sais pas s'il y a une question, on peut toujours prolonger. Il n'y a pas de question. Donc, ça m'arrange, pour dire la vérité. Parce que comme ça, nous sommes dans le temps pour remercier encore une fois nos deux invités, Manon et Gracia, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir donné tant d'informations sur la mobilité des jeunes en Europe, parce que nous, des fois, nous qui travaillons dans l'Europe, n'avons pas cette possibilité. Et grâce à vous deux, vous avez pu communiquer avec nos participants. Avant de vous quitter, il y a Rosa qui veut parler. Oui, je voudrais les remercier parce que vraiment, elles ont été capables de mettre dans une petite demi-heure tellement d'informations et si claires, et en plus, elles ont rajouté ces coordonnées pour que tout le monde puisse les contacter. Moi, je trouve que c'est vraiment un service public extraordinaire et je me compromets et je compromets aussi notre unité pour les faire valoir devant chacune ou chacun qui nous pose des questions à propos de cette question. Alors, je vous remercie infiniment. Ça a été vraiment un plaisir de vous écouter. Merci, madame. Merci, Rosa. Et quant à moi, j'aimerais vous rappeler à tous ceux qui s'intéressent, tous ceux qui nous suivent, que la semaine prochaine, oui, effectivement, tous les mardis strasbourgeois, comme on l'appelle, on organise une conférence. Donc, la semaine prochaine, un sujet dans le cadre, ce qu'on appelle, nous, les métiers du Parlement européen. Donc, un sujet un peu insolite parce que nous avons invité le chef de bâtiment du Parlement européen à Strasbourg pour vous expliquer comment il fonctionne ce bâtiment durant la session, en dehors de la session. Parce que, comme on dit souvent, il y a des gens, des hommes et des femmes qui vivent dans ces bâtiments-là, mais ces bâtiments, c'est d'autres gens, hommes et femmes, qui le font vivre. Donc, ça serait la semaine prochaine, toujours la même heure, 7 décembre 2021. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente nuit. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.